Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans cet épisode de So Sweet Planet, je reçois la sociologue et chercheuse Ya-Han Chuang pour son livre « Une minorité modèle ?» Chinois de France et racisme anti-asiatique, publié aux éditions La Découverte. Bonjour Ya-Han. Bonjour. Bienvenue sur So Sweet Planet. Alors, comme le rappelle le texte de résumé qui figure sur la 4e de couverture de votre livre, donc je cite « Depuis l'assassinat du couturier chinois Shaolin Chang en 2016 à Aubervilliers, les médias et les pouvoirs publics ont pris conscience de l'existence d'un racisme anti-asiatique au sein de la société française. L'expression de ces préjugés culmine en 2020 lorsque la pandémie de Covid-19 frappe le monde. La révélation décomplexée des sentiments anti-chinois en France dévoile un mécanisme d'essentialisation encore peu étudié. Et dans ce livre, vous l'étudiez en profondeur puisque vous dressez un portrait des trajectoires migratoires et politiques des populations chinoises en France et aussi des mobilisations antiracistes qui ont émergé dans la jeune génération. Et votre travail d'enquête sur le sujet a débuté bien avant l'assassinat de Shaolin Chang puisque vous le commencez en 2009, donc il a duré une bonne dizaine d'années. Qu'est-ce qui vous fait vous intéresser à ce sujet alors en 2009 ? Oui, effectivement, quand j'ai commencé ma thèse en 2009, surtout, on ne connaissait rien sur les populations chinoises en France. En fait. Moi, je ne suis pas née en France, je viens de Taïwan et je me suis arrivée pour faire une thèse. Et donc, l'idée, c'est aussi de profiter de ma compétence linguistique pour pouvoir créer des contacts avec cette population, réaliser des entretiens en langue chinoise, comprendre leur vécu. Et je pense que le fait que moi-même j'ai passé mes adolescences et début de l'âge quand j'avais une vingtaine d'années à Taïwan, ça aide quand même le fait que moi-même ai aussi immigré. Et ce qui est intéressant, c'est au fil des années, du coup, on voit en fait, cette population, leur image, leur représentation change en fait. C'est-à-dire qu'au début, quand je les ai rencontrés en France, quand on pense aux Chinois, ça reste une population très souvent perçue comme discrète, même stigmatisée comme mafia ou clandestine, sans papier, etc. C'était vraiment c'était la représentation qui était très répandue au moment quand je suis arrivée en France. Et petit à petit, on voit de plus en plus des mobilisations, des actions collectives. Et les jeunes deuxième génération, ils ont grandi aussi, ils ont pris la parole. Du coup, une prise de conscience sur la stigmatisation, sur le racisme commence à s'élever et jusqu'à se faire reconnaître par la société, par les médias. Donc en fait, mon enquête, en fait, ça suit tout ce développement, un développement communautaire, une sorte de conscience qui s'est évoluée au fil des années. Et disons que je n'étais pas vraiment cherché à définir un sujet d'étude au départ de mon arrivée en France, mais c'est un sujet qui est émergé, qui s'est développé au fil des années avec l'évolution de conscience collective de cette population. Donc, en fait, comme je vous le disais juste avant de commencer cette interview, il y a quelques mois, j'ai fait une interview de la chanteuse Thérèse, que j'ai connue en fait en voyant passer un clip sur la chanson chinoise, qui est justement sur un peu la déconstruction des clichés. Et en préparant cette interview, là, j'ai pris conscience en fait qu'il y avait tout un pan de ce racisme en France qui était complètement hors des radars pour moi. Et je me suis dit que si moi, qui m'intéressais quand même déjà pas mal aux questions de racisme, j'étais passée à ce point à côté, il y avait vraiment quelque chose à creuser. Alors, j'ai donc vu passer juste à ce moment-là, en fait, ou peu de temps avant, votre livre sortait. Donc, j'ai contacté votre éditeur pour recevoir le livre que j'ai lu vraiment entièrement, comme d'habitude, mais il y a plus de 200 pages quand même, c'est déjà un bel ouvrage, très très riche.
Et en fait, j'ai appris énormément de choses. En fait, j'étais contente d'être tombée sur ce livre-là en premier parce que c'est accessible. Je le dis pour nos auditrices et auditeurs, c'est accessible à des personnes qui ne sont pas forcément dans les recherches. Ça ne se lit pas comme un essai parce que c'est assez vivant, en fait. Donc, c'est très bien raconté. Vous nous proposez de nombreux témoignages. Et ce sont des témoignages rares parce que je me suis rendu compte, comme souvent quand on commence à s'intéresser au racisme, à quel point j'avais moi-même aussi, comme ça, un peu caché sous le tapis, tout un tas d'idées, de préconçues, plus ou moins claires dans mon esprit, mais qui étaient un peu là quand même. Et du coup, en ayant envie de mieux connaître qui sont ces gens dont je n'ai toujours vu qu'une façade, et donc ces témoignages, ils sont assez rares parce qu'en fait, comme vous le dites, il faut quand même pouvoir parler la langue et gagner une confiance pour réussir. Moi, je n'avais jamais entendu toutes ces vies, toutes ces histoires et toutes ces histoires d'êtres humains, en fait, qui sont derrière tout ça, comme toujours. Et donc, ces témoignages, ils nous permettent à la fois de mieux connaître cette communauté et aussi de réaliser que si les ressorts du racisme ont toujours des choses en commun, quelle que soit la communauté prise pour cible, il y a évidemment des causes et des manifestations qui diffèrent, et qui diffèrent beaucoup quand même. Et donc vous précisez dans l'introduction du livre, donc je vous cite, « Ce livre entend apporter des éléments de compréhension et un appareil critique sur le racisme anti-asiatique en brossant un tableau d'ensemble des nouveaux immigrés chinois, c'est-à-dire les immigrés en provenance de la Chine continentale arrivés en France après les réformes économiques chinoises de la fin des années 70. » Un petit peu plus loin, vous dites « Qu'elles soient chinoises ou pas, toutes les personnes perçues comme asiatiques sont impactées par les effets de ces représentations. » Pour déconstruire ces préjugés, ce livre se propose de donner la parole aux victimes de ce racisme, les immigrés chinois, leurs enfants, et plus globalement toute personne asiatique, et de rendre compte de leur trajectoire et de leur lutte. Alors pour déconstruire ces préjugés, il faut déjà les identifier. Comment avez-vous procédé, parce que ça a dû être un travail quand même de longue haleine. Oui, effectivement, les Asiatiques, pendant très longtemps, on a du mal à imaginer que les Asiatiques pourraient être victimes de racisme aussi. On connaît très bien les racismes subis par d'autres minorités, notamment l'année dernière avec le mouvement Black Lives Matter et les différents émeutes, les différentes vagues des émeutes. On a tendance à associer le mot racisme avec des oppressions de l'appareil d'État, les oppressions institutionnelles qui se manifestent par des violences très brutales. Mais du coup, on a tendance à oublier que si toutes ces violences ont pu avoir lieu, c'est aussi très souvent parce qu'il y a un mécanisme d'essentialisation et de l'altérisation, c'est-à-dire de dire que assigner un individu avec certains stéréotypes, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et là, en fait, en ce qui concerne les populations asiatiques, c'est justement que, puisque pendant très très longtemps et dans beaucoup de différents pays du monde, on a tendance à associer les populations chinoises ou asiatiques comme une population travailleuse, donc entre guillemets une minorité plutôt modèle dans le sens qu'ils s'intègrent bien dans le marché de l'emploi ou bien ils ont des bonnes performances à l'école. Donc à cause de cette représentation très positive par rapport à d'autres minorités, du coup on a souvent du mal à les associer avec des victimes de racisme. Et là donc pour moi, en fait, ce livre, en fait, le racisme en soi n'était pas mon objet d'étude au départ. Au départ, ce qui m'intéresse, c'est leur trajectoire migratoire et trajectoire politique. Donc, dans trajectoire politique, il y a donc des mobilisations. Mais les mobilisations anti-racistes, ce n'était pas la seule action collective qui était faite par les migrants chinois. Quand on parle d'action collective, en fait, dans le livre, le chapitre 3, je parlais aussi d'autres formes des actions collectives comme les mobilisations de sans-papiers, qui est donc plutôt pour le droit de séjour et le droit de travail en France. Mais du coup, c'est au fil des années, puisque aujourd'hui le racisme anti-asiatique devient un problème public, donc je me disais que c'est intéressant aussi de tracer les différents types de clichés et stéréotypes qu'on peut avoir sur les populations asiatiques. Et en effet, il y en a beaucoup de différents. Finalement, ce sont des stéréotypes qui sont très dispersés
qui mélangent des positifs et négatifs. Certains stéréotypes sont plus récents, d'autres sont extrêmement anciens, comme celui du péril jaune. Mais, le péril jaune. Le péril jaune, mais au moment de Covid... qui ressort toujours quand même, oui. Oui, voilà. Et en fait, c'est une sorte de représentation inconsciente qui est très profonde dans l'inconscient historique et collectif. Mais au moment de Covid-19, ça a été ressorti immédiatement, puisqu'on voyait, quand on voit le quarantaine en Chine, et du coup, le panique nous pousse à tout de suite mobiliser ces très anciens stéréotypes, représentations négatif. Donc, en fait, ce que je fais dans ce livre, c'est que pour résister, voilà, pour déconstruire le racisme et de résister contre cette tentative de nous assigner dans une identité racialisante. Donc, moi, j'aimerais bien montrer du coup la diversité au sein de cette population. Disons que c'est donc une tentative de démystification, en fait, en présentant concrètement qui sont les différentes générations, d'où ils viennent et comment leurs conditions de vie, leur niveau d'éducation ou leur secteur professionnel pourrait les amener à la prise de conscience différente et rencontrer des stéréotypes ou discriminations différentes, jusqu'à des façons de résistance différentes aussi. En fait, c'est à travers ça, pour déconstruire l'image d'une population asiatique homogène qui est toujours associée à la représentation de la Chine, qu'il soit positif ou négatif. Oui, et c'est ça qui est passionnant, c'est que vous nous emmenez dîner, on vous suit arrivant dans un petit appart, vous décrivez le contexte familial, la famille, ensuite vous retracez l'historique des personnes que vous nous présentez, et puis ensuite, même si vous ne mettez pas les vrais noms évidemment, mais ça on s'en fiche puisque ce sont des vraies trajectoires, et puis et vous êtes même allé jusqu'en Chine, voir les familles de personnes que vous avez rencontrés, que vous avez suivis, dont vous avez recueilli les témoignages pour aller vraiment à la source de où ils sont partis. Oui, parce que, disons que puisque ce livre, en fait, il est quand même la conséquence, le résultat de plusieurs recherches que je menais depuis 2009. Donc, au départ, je voulais faire une thèse de sociologie très classique avec un quartier, une population dans une ville. Mais en fait, rapidement, je me suis rendu compte que la population chinoise aujourd'hui, ils sont tellement dispersés. En fait, pour les comprendre, on ne peut pas se contenter de rester ancré dans un seul quartier. Donc, pendant ma thèse, je me suis toujours baladée entre 11e, Belleville, Aubervilliers, parfois dans le 13e. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'immigrés chinois qui habitent en région parisienne, mais en fait, ils travaillent ailleurs en province. Ils rentrent peut-être une fois par semaine à Paris pour partager le temps avec leur famille, mais en fait, ils travaillent dans le restaurant en Normandie, à Pau. Oui, en fait, moi, j'avais la chance, c'est que j'avais plusieurs entrées de terrain, en fait. Donc, pour commencer, au début de ma thèse, en fait, au début, je suis allée juste dans le 13e arrondissement de Paris, de Chinatown typique. Mais rapidement, en fait, j'ai la chance de tomber sur un groupe de sans-papiers, travailleurs sans-papiers qui se sont mis en grève. Par là, du coup, j'ai accédé à peu près 100 personnes chinois qui se sont tous mises en grève et j'ai commencé à faire des entretiens biographiques avec eux. Eux, ils me considèrent comme une petite journaliste. Ils ne comprennent pas pourquoi j'étais là, mais le fait que je parle chinois, c'était comme très pratique, surtout pendant le piquet de greffe. On parle de leur vie et petit à petit, ils m'invitent à aller manger, dîner chez eux aussi. Et grâce à eux, j'ai aussi rencontré d'autres personnes qui ne sont pas dans la grève, dans le mouvement de grève, mais qui ont aussi des choses à me raconter. Et finalement, jusqu'à de m'inviter d'aller rencontrer leurs parents en Chine aussi. Quand je leur dis que j'aimerais bien comprendre mieux aussi ce qui s'est passé de là-bas et l'influence de vagues d'émigration pour leur village d'origine. Donc ça, c'est la première partie de l'enquête. Ensuite,
dans la deuxième partie, dans l'année 2010, quand il y a les manifestations de Belleville qui a eu lieu, du coup, je suis aussi allée à Belleville pour parler avec les commerçants. Il faut dire qu'avant ça, j'avais fait plusieurs tentatives de les rapprocher, mais en fait, ça s'est jamais réussi. Parce que, étant taïwanaise, pour vouloir parler avec les commerçants chinois, c'était compliqué, en fait. Mais la manifestation de Belleville a vraiment changé la donne. C'est-à-dire que ils se sont rendus compte qu'il fallait vraiment communiquer avec les gens l'extérieur, voilà, pour raconter des agressions, pour demander de l'aide. Et c'était à ce moment que j'ai pu récupérer une position un peu plus privilégiée d'une part communiquer avec eux, mais aussi de les aider un peu à parler avec les autres. Le fait que je parle chinois et français, finalement, ça a été utile. Et du coup, grâce à ces doubles terrains, d'un côté, le mouvement sans-papier avec des populations plus précaires et d'autre part, des différentes manifestations avec des commerçants s'installer là depuis plus longtemps. Donc, j'ai pu petit à petit commencer à rendre compte des inégalités au sein de cette population jusqu'à commencer aussi à suivre l'évolution de leurs revendications, voilà, qui a commencé au début juste par quelques associations et commerçants habitants de Belleville qui voulaient arrêter l'agression qui les vise, mais jusqu'à une réflexion beaucoup plus poussée sur le système de racisme, sur la discrimination, les stéréotypes. Donc, encore une fois, ce sont tous ces différents rencontres dans le terrain, mais dans une enquête qui a vraiment traversé de longue durée, qui m'a aussi permis de construire ce sujet, d'étudier le racisme anti-asiatique et ses origines. Donc il y a énormément de contacts en fait, j'imagine, sur 10 ans. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes que vous avez rencontrées? Parce que c'est fou quand même le nombre de témoignages, tout domaine confondu. Je sais pas, quand j'ai fini ma thèse, j'avais déjà à peu près 110 entretiens au total. Ensuite, à partir de 2016, notamment pour ce livre, j'ai aussi rencontré beaucoup de jeunes qui sont pas d'origine chinoise, mais plutôt asiatique. Je pense qu'il y a au moins 180 personnes que j'ai déjà rencontrées, interviewées, même si leurs récits ne sont pas tous présentés dans ce livre. Oui, ça vous a permis d'avoir une vue d'ensemble, de compléter, oui, de tirer des ficelles, de nouvelles choses auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé. Et par ailleurs, ce ne sont pas que des Chinois, parce que ce qui m'intéresse, c'est aussi une approche interactionniste, c'est-à-dire que comment les frontières symboliques entre les Chinois, les non-Chinois se sont définies et évoluer. Du coup, je m'intéresse aussi à l'interaction, aux personnes qui travaillent avec les Chinois, qu'ils soient syndicalistes, travailleurs sociaux, les élus, etc. Donc, j'ai rencontré beaucoup de personnes non chinoises aussi. Oui, c'est vrai. Et dans l'introduction de ce livre, donc, vous nous proposez aussi un bref rappel historique qui est super intéressant, puisque la diaspora chinoise en France, comme vous le rappelez, s'étend sur au moins 150 ans, ce qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble, grâce à votre rappel historique, une vue d'ensemble des étapes, des causes, mais aussi des quartiers concernés dans Paris et hors de Paris plus récemment. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement, vous les avez cités là d'ailleurs, ces quelques lieux en fait qui marquent cette histoire de la diaspora chinoise en France? Oui, effectivement, parce qu'en général, quand on parle de Chinatown à Paris, on pense souvent dans le 13e, le triangle de Choisy. Mais en effet, bien avant ça, les personnes chinoises, ils ont déjà pris le contact avec Paris. Et ça a commencé en 1980. Ça a commencé à la fin du 19e siècle par quelques voyageurs entrepreneurs qui viennent pour vendre des pierres précieuses. Et ensuite, à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1914, donc un grand nombre c'est au moins 140 000 hommes chinois ont été recrutés en tant qu'ouvriers dans le champ de bataille. Et pour combattre auprès des Français, là. Oui, ils ont été recrutés par la France. Et ceux qui sont restés après la guerre
certains sont partis travailler au centre de la France, dans la mine à Nièvre, par exemple. Mais à Paris, beaucoup sont restés dans un quartier qui s'appelle l'îlot Chalon, à côté de la gare de Lyon. Bon, le quartier, il était démonté aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un quartier de taudis qui accueille beaucoup des immigrés. Donc, il y avait des Chinois, mais il y a aussi des Algériens, des Italiens, etc. Donc là, on est à quelle époque, l'îlot Chalon? C'était les années 20, les années 30. Ah oui, tout début du siècle, du XXe siècle. Oui, juste après, voilà, entre deux guerres, en fait. Et ensuite, certains se sont délocalisés vers arts et métiers, pour monter leur atelier de couture et de maroquinerie. Donc aujourd'hui, puisque l'îlot Chalon a été démonté, donc Arts et Métiers, en fait, c'est le quartier chinois le plus ancien qu'on pourrait trouver à Paris. Ah oui, historiquement. Alors pour nos amis qui nous écoutent de l'étranger, francophones, mais qui ne connaissent pas forcément très bien la France et Paris, on va préciser donc Arts et Métiers, c'est au-dessus de Beaubourg, du centre Pompidou, enfin c'est en plein centre de Paris, là. Effectivement. Au cœur de Paris. Oui. Voilà. Donc c'est un quartier qui accueille beaucoup des ateliers artisanaux depuis déjà avant la guerre. Et donc les immigrés chinois ont monté leur atelier et beaucoup font des allers-retours entre Paris et la Chine aussi. Certains ils font venir leurs connaissances, les jeunes, les amis, pour travailler avec eux aussi. Après la Deuxième Guerre mondiale, après que Mao Zedong a pris le pouvoir en Chine, donc le voyage était devenu interdit, impossible depuis la Chine. Donc le pont a été coupé et ensuite, en années 78, après les réformes d'ouverture en Chine, donc à ce moment, le voyage était redevenu possible. Donc les nouveaux qui arrivent, ils ont commencé par travailler à Arts et Métiers et à Sentier, dans les ateliers de textile gérés surtout par les commerçants juifs. Oui, ensuite, ils ont aussi beaucoup investi dans le quartier de Belleville, qui a commencé à être investi d'abord par les restaurateurs indo-chinois, mais les populations chinoises sont aussi arrivées et construit des restaurants là-bas, et qui devient donc aujourd'hui le deuxième quartier chinois important à Paris. Voilà. Donc ça c'est ce qui concerne le commerce alimentaire. Mais sinon, en ce qui concerne le textile, on pourrait aussi compter le quartier de Sédan-Boubancourt dans le 11e arrondissement. Et un peu plus tard, à partir des années 2000, donc le quartier d'Aubervilliers, qui est aujourd'hui devenu le marché de commerce de gros le plus important dans l'Europe de l'Ouest. Oui, alors là j'ai appris beaucoup de choses aussi, parce que vraiment j'étais très très loin d'imaginer tout ça. Mais vous êtes tellement rentré en immersion, on a tellement de détails sur les systèmes, sur l'organisation, que je trouve que ça mérite vraiment d'être lu, quoi, d'en prendre connaissance. Donc vous revenez aussi sur les causes depuis 150 ans qui ont poussé les Chinois à venir en France, parce que ces causes elles changent aussi oui. Au fil du temps, et aussi sur ceux qui viennent d'autres pays, mais qui sont aujourd'hui qui sont aussi victimes du racisme envers les Chinois, du racisme anti-asiatique. Donc, mais parmi ces grandes causes, on va pas refaire tout l'historique, on va inviter nos auditrices et auditeurs à lire le livre, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques grandes lignes en fonction des différents motifs d'arrivée, puisqu'il y a des motifs économiques, mais il y a aussi quelquefois une question de survie? Oui, effectivement. En Chine, en fait... Tout à l'heure, j'ai raconté les entrepreneurs qui sont venus installer pour travailler à partir des années 30, les années 20. Donc là, clairement, c'est une sorte d'émigration des exos ruraux, parce que la Chine était un pays pauvre à la fin du 19e siècle. Et donc, dans toutes ces régions côtières de la Chine, l'émigration a toujours été une stratégie économique importante. Et ça restait la motivation principale dans les années 80-90,
quand la Chine vient d'entrer dans le système de mondialisation et ouvert pour le monde. Donc, on connaît le capital qui vient s'installer en Chine, s'investir en Chine pour profiter des main-d'œuvre pas chères. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui résident dans ces régions côtières, qui connaissaient déjà une tradition d'immigration. Donc, ils sont partis l'un après l'autre pour rejoindre des destinations qui connaissaient déjà l'installation de Chinois. Donc la France, en ce qui concerne la France et l'Italie, donc les liens avec la région de Zhejiang ont déjà été construits avant la Deuxième Guerre mondiale. Dans d'autres régions, on connaissait aussi des liens avec Japon, même Angleterre. Et à partir des années 90-2000, finalement, on voit un deuxième type de migration qui est un peu différent. Parce que le premier type de migration des exo-ruraux, souvent, ce sont des jeunes qui ont envie de rester longtemps, qui ont un projet de construction. Donc moi, dans ma thèse, je les appelle les aventuriers. Mais à partir des années 90, des années 2000, on voit un deuxième type de migration que je les appelle comme naufragés. Pourquoi? Parce que ce sont souvent des personnes sacrifiées par la réforme de privatisation en Chine qui était accélérée à partir de 1992. Donc dans cette réforme-là, de nombreuses personnes, des millions de personnes ont perdu leur emploi, ensuite divorcé ou pas, mais ils étaient obligés aussi de trouver des moyens de survivance. Et donc, ces régions sont souvent dans le nord-est de la Chine ou dans d'autres villes urbaines qui ne sont pas dans les régions côtières, donc, et qui ne connaissaient pas auparavant des traditions d'émigration. Et ces personnes-là, du coup, ils sont souvent arrivés de manière isolée. Et ils n'ont pas forcément les réseaux familiaux qui les accueillent, qui les attendent. Mais au fil des années, ils finissent aussi par tisser leur petit réseau, comme ce que j'ai décrit dans le premier et deuxième chapitre, normalement le deuxième chapitre de mon livre. Oui. On peut aussi observer une tendance de la féminisation pour cette deuxième profil, parce que finalement, pour les femmes, c'est plus facile de trouver le travail par rapport aux hommes migrés. Du coup, il y a plus de tendance pour que les femmes chinoises de rester de manière pérenne, même de faire venir leurs enfants aussi. Oui. Sinon, aujourd'hui, de plus en plus, on voit aussi un troisième profil qui est ni aventurier, ni naufragé, mais plutôt des jeunes qui aimeraient bien quand même voir le monde. Et on rencontre de plus en plus ce type de profil. Même récemment, j'avais rencontré des gens qui sont là depuis 3 ans. Et en fait, ils sont arrivés assez jeunes, entre 20 ans et 30 ans. Et bien sûr, la motivation économique était importante, mais au-delà de ça, c'est surtout une envie de vivre un autre style de vie, de poursuivre un peu la liberté et de tester sa capacité d'aventurier, en fait. Donc, il y a un peu le mélange de première et de deuxième motivation. D'accord. Dans les causes du racisme, enfin parmi les multiples causes du racisme qu'on trouve dans la société française envers des populations originaires du continent africain, on sait qu'il y a un lien avec l'époque coloniale, que le fait d'avoir colonisé a créé des causes qui aujourd'hui ont fait germer aussi dans la façon dont on appréhende des populations, des physique, il y a tout un historique qui joue et qui n'est pas forcément, et d'ailleurs rarement visible, mais en fait beaucoup de gens aujourd'hui creusent pour trouver les liens sous les apparences qui font qu'on en arrive à une forme de racisme. Est-ce que par rapport au racisme anti-asiatique, les colonisations, vous pensez, ont joué un rôle aussi ? Oui, je pense que l'histoire, même si la France n'a pas directement colonisé la Chine continentale. Oui, la Chine, mais les pays qui sont victimes du racisme anti-asiatique, eux, l'installation de la France à l'ancienne Indochine a quand même profondément influencé la représentation de la population française vis-à-vis l'Asie, en fait. Donc, on peut témoigner, par exemple, le stéréotype, d'une part déjà, cet regard forcément infériorisant vers la population asiatique en pensant que la France ou l'Europe ou
l'Occitan est bien plus civilisé et désormais supérieur. Je pense que déjà il y a cette hiérarchie inhérente au système colonial. Forcément, ça explique déjà la dichotomie. En plus, on pourrait aussi retrouver toute une série de représentations très sexuées qui perçoivent les femmes asiatiques comme hyper sexualisées, alors que les hommes asiatiques comme asexués. Je pense que tout ça, c'est aussi attaché au système colonial et d'histoire. Aux représentations qui ont été véhiculées à cette époque-là. Oui. Sinon, en ce qui concerne la Chine, donc, le période jeune, finalement, c'est cette représentation qui est datée de la fin du XIXe siècle, c'était aussi lié avec l'histoire de la guerre, en fait. C'est-à-dire que parce que l'Europe a envahi la Chine à ce moment, et il y avait les émeutes de boxeurs en Chine comme une réaction à cette guerre. Donc, finalement, ça a alimenté, nourri la représentation de la période jeune qui imagine la population chinoise ou asiatique comme une foule qui va envahir l'Europe. Et il faut quand même dire que ça fait partie de l'histoire coloniale de l'Occitan vers l'Asie. Du coup, même si la France n'a pas directement colonialisé la Chine continentale, mais cette épistémologie coloniale, elle est au fond du racisme asiatique aussi. C'est la fondation idéologique qui sous-tend aujourd'hui donc les différentes formes de stéréotypes et des clichés racialisants envers les personnes chinoises. Oui. Et ça ne m'était en fait jamais venu à l'idée que pour les Chinois, il y avait aussi des réseaux de passeurs, parce qu'on entend toujours parler des réseaux de passeurs pour les migrants qui arrivent du continent africain, du Moyen-Orient. Et en fait, vous écrivez page 29, c'est le père d'un jeune garçon qui parle, et il dit « Ensuite, c'est mon neveu, le cousin de Wei, qui l'a fait passer. » Donc il parle de son fils. « Il m'a demandé 95 000 yuan, 9 500 €. Mais il m'a quand même escroqué. Il m'a dit que mon fils prendrait l'avion et arriverait directement à Paris. En réalité, il a fait une escale en Turquie et ensuite il est descendu en République tchèque. Pendant 1 mois, je n'ai eu aucune nouvelle de mon fils parce qu'il était sur la route. Je le reproche à mon neveu tous les jours. Et vous écrivez, ce qui est frappant ici, c'est la façon dont l'émigration parvient à épouser le récit de la compétition capitaliste dans l'imaginaire de ses parents, paysans, qui ont vécu une croissance économique rapide grâce à la banalisation de l'émigration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça ? Oui, effectivement, en fait, ça, c'est là le cas que vous venez de citer, en fait, c'est un des premiers interviews que j'ai rencontré dans mon enquête de terrain. Et en fait, au départ, il ne voulait pas partir. Lui, il vient d'une région justement qui est fortement marquée par la tradition historique de l'immigration. C'est une région, c'est pas la région de Zhejiang, c'est la région de Fujian qui est en face de Taïwan. Donc, toute la diaspora chinoise aujourd'hui qui se trouve en Asie du Sud-Est, à Singapour, en Malaisie, ils viennent tous de cette région. Donc là, le jeune que vous venez de citer, en fait, quand il a fini le lycée, il a eu un travail très stable dans une usine locale. Il était content de sa vie, il n'a pas vraiment envie de quitter de sa région d'origine. Et il gagnait correctement sa vie. Pour lui, enfin, voilà. pour lui, quoi. C'était pas une question de survie pour lui d'aller travailler à l'étranger, apparemment. C'est un jeune ouvrier normal. Sauf que, du coup, pour ses parents, en fait, la crainte, c'est que si leur fils reste là, ils ne sont pas sûrs qu'il pourrait avoir une belle retraite. Parce que c'est une région, pays agricole, où l'État-providence n'est pas vraiment mis en place. Donc, la majorité de familles, ils ont besoin que les jeunes aillent à l'étranger pour travailler, ce qui permettra de construire une maison et aussi de financer la retraite de tous ces vieux parents anciennement paysans. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le père de ces jeunes, il a décidé d'envoyer son fils
en France. Même si le fils n'a pas envie. Oui. Et finalement, le voyage, ça s'est passé très mal pour des raisons qu'on vient d'entendre. Et c'est aussi pour ça qu'en fait, le jeune à Paris, quand on s'est vu à Paris, il a jamais envie de me raconter son voyage. C'était vraiment à ce moment, à Fujian, quand son père m'a raconté son voyage, j'ai enfin compris pourquoi chaque fois son fils restait très vague sur son voyage en fait. Alors vous vous êtes surtout concentré sur l'étude de personnes originaires de Wenzhou, on prononce comme ça? Wenzhou, oui. Donc pourquoi? En fait, la région de Wenzhou, c'est donc la région d'émigration dominante, principale, parmi les immigrés chinois en France, en fait. Donc, on ne peut pas comprendre le fonctionnement de la communauté chinoise sans étudier la région de Wenzhou. Et notamment, les commerçants, les grossistes, ils sont tous d'origine de cette région qui a commencé à construire les liens avec la France bien avant la Première Guerre mondiale. C'est pour ça que ça reste la région la plus importante parmi la région d'origine la plus importante parmi les immigrés chinois aujourd'hui en France. Vous décrivez un système et une structure économique communautaire assez efficace, mais aussi assez redoutable, notamment dans le secteur du textile. Et vous écrivez, page 31, cette structure économique communautaire crée alors un débouché pour les immigrés primo-arrivants qui sont pris en étau entre les opportunités de survie que leur communauté leur offre et la forme d'auto-exploitation communautaire à laquelle ils sont forcés de se soumettre. Donc entre les angoisses liées à la clandestinité que vous décrivez aussi vraiment dans le détail, la surexploitation avec des heures de travail incroyables dans des locaux exigus, des hébergements dortoirs, et vous expliquez très bien vraiment de l'intérieur comment fonctionne ce système et aussi toutes les illusions perdues. Quelles motivations les font tenir? Qu'est-ce qui les font tenir? Il y a beaucoup de choses qui les font tenir. Il y a la pression économique pour ceux qui ont des enfants ici, ou pour ceux qui doivent rembourser leur dette s'ils ne sont pas encore faits. Il y a le regard ou les attentes de leur famille, les attentes collectives vis-à-vis le village d'origine. Parce qu'effectivement... ça, c'est un classique dans l'immigration aussi. Oui. Les familles donnent de l'argent pour qu'ils puissent partir et ensuite il faut renvoyer de l'argent, il faut avoir réussi. Oui, ça on dit beaucoup, même chez les immigrés algériens ou d'autres immigrés issus des exos ruraux. En fait, pour ceux qui sont partis avec un projet d'enrichissement, un projet d'entrepreneuriat, le départ, c'est jamais un projet individuel, c'est un projet collectif à la fois à l'échelle familiale, mais aussi à l'échelle de village. Comme le jeune que je viens de citer dans la dernière question, s'il vient, c'est pas pour lui-même parce qu'il doit financer ses parents, il doit construire une maison comme tous les autres jeunes de son village, de toute façon. Donc, il y a cette pression collective de réussir de remplir sa responsabilité, dans certains sens, sa responsabilité collective. Et je pense que je peux aussi me rendre compte qu'au fil des années, en fait, plus on sacrifie, plus on espère aussi que ce sacrifice va finir par porter ses fruits. Oui, voilà, par porter ses fruits. Et donc, au bout d'un moment, en fait, le retour ne devient plus possible parce que notre vie, elle est ici, surtout pour ceux qui sont déjà conçus une famille ou qui ont des enfants, malgré la condition difficile, mais le retour n'est plus devenu possible parce que quand ils rentrent, la Chine a tellement changé, en fait, ils ne peuvent plus envisager comment recommencer leur vie ou trouver un emploi dans une Chine, dans le système économique mondialisé de la Chine. Donc, il faut rester, voilà.
Alors, suite au conflit urbain qui a eu lieu à Popincourt, donc là, il y a encore beaucoup de questions, on va pas développer, mais j'invite vraiment à lire ce chapitre qui est très intéressant avec tous ces petits ateliers, cette activité frénétique, les petits camions de livraison le matin, et puis les habitants du quartier qui ne supportent plus, et on voit aussi tous les malentendus, tout ce qui monte comme tension. Et suite à ce conflit urbain de Popincourt, donc vous parlez d'une délocalisation du sentier chinois à Aubervilliers, et vous précisez avec plus de 700 négoces tenus par des commerçants d'origine asiatique, Aubervilliers est devenue la première plateforme européenne d'import-export avec la Chine. 12 000 commerçants européens viennent y faire leurs achats quotidiennement. Pourquoi Aubervilliers ? Comment, en si peu de temps, une telle concentration s'est mise en place à cet endroit-là ? Oui, en fait, il y a deux raisons. Première raison, c'est que Aubervilliers, en fait, la zone de commerce de gros à Aubervilliers, historiquement, c'était une zone d'entrepôt. Donc, dans les années 90, la zone les années 80, 90, la zone est là et de vidée à cause de la désindustrialisation. Et des commerces de gros commencent déjà à s'installer. À l'époque, au début, beaucoup des investisseurs sont juifs. Mais puisque les Chinois ont aussi travaillé un peu avec les commerçants juifs dans le sentier, et aussi pour d'autres qui ont une petite détail, ils sont déjà habitués de venir à Aubervilliers pour approvisionner. Donc, ils connaissent déjà Aubervilliers. Donc, du coup, dans un contexte de restructuration urbaine, il y avait des entrepôts qui étaient vides et qui cherchent une deuxième vie, qui cherchent une transformation de son usage. Et c'était à ce moment que, face au conflit urbain dans le 11e arrondissement, Aubervilliers devient un terrain intéressant pour les commerçants chinois qui aimeraient bien devenir grossistes et qui ont besoin d'espace pour cela. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est donc l'existence du réseau communautaire pour faciliter la transaction de fonds de commerce. Donc, dans mon livre, j'ai raconté quelques acteurs principaux qui ont monté des agences d'immobilier pour s'occuper de la transaction de fonds de commerce, parfois même sous la forme de sous-location. En fait, ces acteurs immobiliers sont souvent des personnes de la deuxième génération qui parlent à la fois chinois et le dialecte Wenzhou et la langue française, qui connaît le code commercial, le code de travail en deux cultures. Donc, l'émergence de ces acteurs intermédiaires par des générations intermédiaires permet donc un recrutement de locataires très rapide et généralisé au sein de la communauté pour les candidats qui aimaient bien devenir des grossistes. Et là, donc, c'est à ce moment-là que si j'ai bien compris, que les agressions de commerçants chinois commencent. On parle même de se faire un chinois. Oui, effectivement, parce que la zone de commerce de gros Aubervilliers, il est très isolé et il est aussi entouré par plusieurs quartiers populaires dans les communes à côté. Et on est quand même dans le territoire de Saint-Saint-Denis qui est assez populaire, le plus populaire en France. Donc le fait que des milliers de magasins de commerce de gros gérés presque tous par des commerçants d'origine chinoise dans cette zone extrêmement ségrégée par rapport à le reste du territoire. Je pense qu'il y a à la fois une frontière spatiale et une frontière ethno-raciale donc s'installer à cause de cette enclave ethnique qui est le commerce de gros. Et c'est en raison de ça, donc, ça a pu alimenter une certaine image sur le fait que les commerçants chinois sont des cibles intéressantes pour des petites délinquances, pour des vols. Et presque depuis le début de l'installation, en fait, la question de vol est une question fréquente
qui dérange beaucoup des personnes qui travaillent ici. Oui. Sachant qu'il y a aussi des entreprises, quelques entreprises dans la zone et les salariés de ces entreprises, ils se font agresser aussi. Mais petit à petit, ces entreprises sont parties et les agressions continuent. Et il y a donc eu un très fort sentiment qui combine la peur d'agression et le fait de se demander est-ce que ces agressions n'est pas aussi une conséquence du racisme sur les Chinois, en fait. Ensuite, il y a un chapitre très intéressant sur les rapports entre ces travailleuses et travailleurs qui évoluent dans un monde assez déconnecté de notre droit du travail sur le territoire français et des rapports donc entre ces travailleurs et travailleuses et les syndicats qui entrent dans le tableau et qui jouent ici un rôle dans leur intégration dans la société française, en fait. Même s'il y a pas mal de malentendus entre les aspirations des uns et des autres. Les aspirations des syndicats et les aspirations des travailleuses et des travailleurs ne convergent pas forcément, mais enfin quand même, tant bien que mal, ils font route ensemble et finalement c'est intéressant parce que vous décrivez plein d'étapes sur comment ils se rencontrent et puis comment ça évolue cette relation et avec les attentes en fait des deux côtés. Comment les syndicats se retrouvent-ils à jouer ce rôle en fait d'aide à l'intégration? Oui, c'est vrai que c'était une rencontre très inattendue, notamment pour la CGT, je pense. Donc, quand on parle de l'intégration au départ, bien sûr, l'intégration pour les travailleurs chinois, ça voulait surtout dire la possibilité de régulariser, d'obtenir un papier. Et par ailleurs, c'était un objectif, le fait de participer à l'action collective et travailler avec une association française. En fait, pour les travailleurs chinois, ils connaissaient ça parce que dans les années 80-90, les immigrés chinois, ils participent déjà au mouvement de sans-papiers. Mais là, dans le cas de la CGT, ce qui est inattendu, c'est que CGT, ils devaient travailler avec une population immigrée qui sont habitués de travailler dans la petite entreprise familiale. Et quand on travaille dans des petites entreprises familiales, un restaurant de 4 ou 5 personnes, en fait, le rapport entre l'employeur et l'employé est beaucoup moins rigide que ce qu'on se confrontait dans la grande structure, dans l'usine ou dans l'entreprise très hiérarchique. Et là-dedans, du coup, c'est cette rencontre dans le mouvement sans papier, ça crée donc une surprise pour les deux côtés. Donc, de côté de la CGT, il faudrait non seulement essayer de dépasser l'obstacle linguistique, mais aussi essayer de les convaincre, d'expliquer le rapport employeur-employé et comment ça fonctionne la société française, qu'il s'agissait de la loi du travail, le réglementaire pour les congés payés, les réglementaires pour les heures supplémentaires, le travail dans le week-end, etc. pour les travailleurs, en fait. Oui, pour ces travailleurs qui sont... Oui, effectivement, parce que quand on travaille dans des structures de l'emploi de secteur tertiaire, en fait, on est quand même plus ou moins habitué que on n'a pas forcément le même concept sur le week-end ou le jour férié par rapport aux d'autres personnes, par rapport à d'autres salariés de cadre. Surtout pour les travailleurs sans papier qui sont habitués qu'on les dise vous n'avez pas le droit parce que vous êtes sans papier. Donc là-dessous, ces rencontres entre le syndicat et les salariés sans papier chinoises, ça a été compliqué de la part pour les deux côtés. Et pour les travailleurs chinois, du coup, il faudrait à la fois intégrer le concept que tant qu'on est salarié, on a le droit de travail, on peut bénéficier les congés payés, les heures supplémentaires. Il faudrait aussi apprendre à remettre en cause le traitement de leur employeur
qui sont aussi chinois, parce que dans ce rapport salarial, en fait, le fait de travailler dans un environnement communautaire, très souvent le fait qu'on parle tous la même langue et on côtoie tous les jours dans la cuisine, au comptoir, ça pourrait atténuer le rapport de domination et exploitation. Donc, pour les deux côtés, pour les syndicats comme pour les salariés chinois, il y a un besoin de compréhension mutuelle. Et en même temps, paradoxalement, la CGT, ils ont non seulement besoin de travailler avec les salariés, de les organiser, ils doivent aussi convaincre les employeurs chinois pour suivre la loi et aider leurs salariés à régulariser. Ils devraient aussi collaborer avec ces entrepreneurs. Donc, pour la CGT, c'est aussi un autre défi, c'est-à-dire quand on explique à un salarié qu'on peut suivre les articles gouvernementaux pour remplir votre dossier de régularisation. À ce moment, il faudrait aussi travailler avec les employeurs. Il faut expliquer comment remplir URSSAF, comment on peut déclarer le travail même si la personne n'a pas encore son titre de séjour. Donc, tout ça a eu lieu dans une étape qui était complètement expérimentale. Pour ce mouvement de régularisation aussi, parce qu'ils étaient sur un terrain innovant entre le droit de travail et le droit des étrangers. Et on a donc assisté à un rapport triangle entre les salariés chinoises, leurs employeurs et la CGT qui essaie de les amener à travailler ensemble tout en suivant le cadrage de droit de travail français afin de demander leur régularisation. Donc, j'ai suivi ce challenge depuis 2009 jusqu'à 2012-2014 et au départ, ça a été très très compliqué. Il y a non seulement les obstacles linguistiques, mais aussi les obstacles entre guillemets culturels qui sont surtout des éthiques qui ont été forgées dans cet environnement de petites entreprises familiales. C'est la fin de la première partie de cette interview avec Ya-Han Chuang. Je vous invite dès maintenant à écouter la seconde partie. Nous y parlons du fait que les Asiatiques sont rarement inclus dans les problématiques discriminatoires en France, du profond sentiment de solitude des jeunes, de leur difficulté à parfois identifier le racisme dont ils sont victimes, des actions de l'Association des jeunes Chinois de France pour lutter contre la stigmatisation, des appels à la haine engendrés par la pandémie de Covid-19, mais aussi du fait qu'ils ont provoqué une nouvelle vague de prises de parole et d'initiatives de personnes d'origine asiatique au travers de comptes Instagram, de podcasts, de graffitis, de groupes de parole, de rencontres dans le monde réel. Bref, rendez-vous tout de suite sur le deuxième épisode. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.